Bonjour Laurent Desus. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. De rien, c'est un plaisir. Alors justement, j'ai lu que vous adoriez manger et que par ailleurs, vous étiez quelqu'un qui est pas antisociable, mais un petit côté ours. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour l'invitation, votre côté j'adore manger a primé sur le côté un peu ours. Non, c'est pas un côté ours, c'est qu'en fait, je me rends compte que c'est les interviews, c'est très sympathique. Quand on a un spectacle à vendre, on dit ce qu'il y a à dire, ou on y met nos cœurs, nos tripes. Mais le truc, c'est que en fait, j'ai l'impression souvent de me répéter. C'est pas que non plus je fais 1000 interviews, mais je me relis de temps en temps, puis je regarde, puis je me dis, mais ça, je l'ai déjà dit, donc... Et puis je suis toujours né en 63, donc il n'y a pas de changement dans ma vie comme ça fondamentalement. Donc après, voilà, votre formule est sympathique, la formule du repas et la formule d'interview. Voilà. Mais ce côté pas tout à fait social, qui met un peu de temps avant de se sentir bien avec les gens. Ouais, ça c'est oui. Alors ça c'est, je reconnais que je suis pas le plus, on va dire employer le terme le plus joyeux en société. Ou alors il faut vraiment que ce soit ma garde prétorienne autour de moi. Donc je suis, voilà, effectivement, je suis toujours un peu... J'ai un peu de peine à venir, sans mauvais jeu de mots. On va laisser passer un blanc, un ange. Et c'est marrant parce qu'il y a ce côté finalement un peu Dr Jekyll et Mr Hyde entre le personnage public et le personnage privé. Ouais, bien sûr, c'est vrai. Mais c'est peut-être aussi le fait que depuis les réseaux sociaux et tout ce qui s'y dit et ce qui s'y fait, je deviens plus précautionneux. C'est-à-dire que tout reste, en fait, tout est consigné. Avant, on pouvait dire une bêtise et elle passait dans le journal du jour. Puis le lendemain, c'était oublié. C'était dans la mémoire des gens. Puis maintenant, ça a changé tout ça. Donc on devient un peu frileux, ouais, c'est vrai. Dans le travail, vous diriez que vous êtes un solitaire ou un homme d'équipe ? On vous a souvent vu faire équipe avec Blanchet, Naftul notamment. Ouais. Alors, il y a une part du travail qui se fait en solitaire, mais les idées, l'énergie, elle est à plusieurs, indéniablement. Je crois fondamentalement au groupe, à la troupe. En tout cas, pour trouver les idées, ouais. Sur votre façon de travailler, vous êtes comment ? Vous êtes un besogneux ? Vous êtes c'est-à-dire que oui, je suis assez lent. Je dois reconnaître que j'ai des syndromes du cancre, ce qui fait qu'une mouche peut tout à fait me dissiper et fait que je ne me concentre plus du tout. Non, j'ai une capacité de concentration qui est assez limitée, je dois reconnaître. Alors parfois, il y a des fulgurances comme ça. Après 10 minutes, je me dis, c'est formidable, j'ai travaillé. Et ça fait que 10 minutes. Donc, mais on va dire que le boeuf est lent, mais la terre est patiente. Voilà. Je dirais que je ne suis pas très rapide. Par contre, quand une idée est bonne, je la creuse, je vais jusqu'au bout. Mais je ne suis pas quelqu'un de rapide. Non. Travailler de jour, de nuit Le matin. J'apprends mes textes le matin, j'écris le matin facilement. Ouais. Parce qu'à partir de 18h, mes reins cessent de fonctionner, ils se reposent. C'est ce qu'on m'a dit, que les organes prennent des pauses. La plupart des gens, c'est entre 14h et 15h, ils ont une sorte de coup de pompe. Moi, pas du tout, c'est 18h, 20h. Là, je suis aux abonnés absents. Et paradoxalement, c'est aussi le moment où, quand je joue au théâtre, c'est cette heure creuse où t'es un peu angoissé, t'as pas envie de manger, t'as envie d'être sur scène. Voilà, il y a ce côté, t'aimes pas attendre. C'est 18h, 20h. Ouais. J'ai remarqué ça correspond. Le métabolisme varie en fonction de l'actualité scénique aussi. Oui, beaucoup. Oui. On parle de repas, par exemple. Ouais. Moi, je sais que ça dépend aussi des rôles, bien sûr. Ça dépend aussi de l'importance et puis de ce que t'as à jouer, de l'investissement. Mais j'aime pas manger, par exemple, 1 heure avant, 2 heures avant. Je suis assez pointilleux. J'aime bien manger un petit peu, 2h30 avant, 3 heures. Et puis après, tu joues, puis après, tu remanges un tout petit peu. Mais c'est con, mais c'est des choses... avec l'expérience, je me suis aperçu qu'il faut être très, très précis par rapport à ça. C'est devenu des petits rituels, des petits tocs ? Ouais, des petits tocs. Ouais. Je sais que il faut que je mange un petit peu avant. Voilà, c'est des choses comme ça. On apprend. Hein. Sur la première citation que j'ai prononcée, que vous adoriez manger ? Ah oui, mais qui n'aime pas manger ? Après, il y en a certains avec plus ou moins de gourmandise, plus ou moins d'allant. Ouais. Après, si vous me proposez maintenant une pizza avec des frites dessus, pas sûr que je me précipite. C'est vrai que j'aime bien la grande nourriture, j'adore ça, c'est vrai. Oui. J'ai horreur de cuisiner. Mais j'aime pas du tout ça, non. Mais pourtant ça va ensemble, non ? Oui, je sais, mais j'aime pas cuisiner, non. Et j'ai lu que si d'aventure il vous arrivait de cuisiner, il fallait que toute la République soit au courant. Voilà, exactement. Ouais, fallait vraiment, c'était l'événement. Non, j'aime pas spécialement cuisiner, en fait. Donc les fourneaux, c'est le territoire de madame ? C'est le territoire de madame ou de mes enfants qui cuisinent assez bien. Ah, très bien. En revanche, j'ai remarqué que la cuisine, c'est aussi une question d'attention et de cuisson. Il faut être attentif, en fait. Il ne faut pas être dissipé. Ah.
Et on en revient à la concentration. La concentration, c'est vraiment être sur le minutage, regarder, faire attention. Donc voilà, donc je ne suis pas au fourneau, mais j'en profite largement. Voilà. On va en profiter largement. Oui, on va passer la commande. Bon, on en était où dans toutes ces élucubrations ? Pas bien loin. Donc je ne suis pas non plus un ours, je suis quelqu'un de sociable quand même, voilà. Pas un ours, mais un caméléon en tout cas. Est-ce que vous êtes capable de passer de Tchekhov à Feydeau, la revue, faire des publicités, des spectacles en one-man show ? Ouais. C'était quoi ? C'était des opportunités ou c'est de la gourmandise, pour prendre un terme qui sied à la table ? C'est des opportunités, je crois. Et puis c'est... bon, bien sûr, on va où le vent nous pousse. Puis souvent, le vent, on cherche sa direction. Enfin, je fais des métaphores un petit peu à 2,50 francs, mais c'est-à-dire que c'est notre nature qui nous pousse à aller vers certaines choses. Alors après, c'est vrai que je suis pas à Paris. Et alors ici, il y a une œuvre théâtrale, qu'est-ce qu'elle est ? Et ma difficulté à moi, justement, c'était d'alterner avec des comédies, avec des spectacles classiques. Parce que, n'ayant pas fait non plus d'école de théâtre, ou si j'ai fait 6 mois, mais enfin bon, j'avais 14 ans, je crois. Et comme j'étais un petit peu scolaire, je me suis dit, je ne vais pas quitter une école pour rentrer dans une école. Je veux dire, ça devient complètement... Donc en fait, c'est quand même au contact des autres comédiens, et des metteurs en scène notamment, que j'ai un petit peu appris comme ça sur le tas, et que j'ai découvert ça. Comment on fait pour débuter quand on est autodidacte ? Quand on n'a pas fait d'école, et pour le coup vous êtes assez autodidacte, j'ai l'impression. Ouais, c'est-à-dire qu'autodidacte, en gros, c'est un mec qui sait rien faire et puis il a été au petit peu dans la chance. Mais appeler ça autodidacte, j'aime bien. Ouais. Non ? Autodidacte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, j'ai pas suivi un cursus classique avec un diplôme, oui. Mais c'est parce que j'ai eu la chance de jouer, ou la malchance, je pense que c'est quand même plutôt de la chance, de jouer très vite à 18 ans. Et puis d'enchaîner les spectacles et de me dire je ferai une école quand j'aurai le temps, mais l'école ne m'attirait pas et les professeurs de l'époque n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, il n'y avait pas la même exigence, c'était un peu des comédiens qui venaient, pardon, mais Dieu sait si, en plus j'en ai apprécié certains, mais ils venaient faire leurs heures, prendre du pognon, puis c'est tout. Je veux dire, quand on est autodidacte, comme vous dites, à 18 ans, on se repose sur... D'abord, on n'a aucune conscience des difficultés qui sont à venir. Puis on se laisse un petit peu vivre, et moi j'étais pas ambitieux, je voulais juste m'amuser et jouer. Et j'avais l'impression d'être à ma place sur une scène. Quoi. Alors après, il y a plein de difficultés qui s'ajoutent à ça. C'est pas... Au début, on est le meilleur acteur du monde, et puis ensuite, la montagne se rapproche, on voit qu'elle est énorme, et qu'on est... on apprend la modestie. Mais voilà, donc il y a beaucoup de chance. Et moi, j'avais une agente qui s'appelait Catherine Davray. Puis moi, en mangeant un jour avec elle, je lui dis mais la chance, c'est 70%. Je voulais faire parisien à l'époque. La chance, c'est 70% du métier. Elle me regarde, elle me dit mais Laurent, la chance, c'est 99%. Elle m'a dit j'ai vu passer des comédiens extraordinaires qui n'ont rien fait. Puis d'autres, ils faisaient un film par année, c'était carton plein. Mais il y a la chance, effectivement, elle est prédominante dans ce métier. La chance, ça c'est sûr. Ouais. Vous avez souvent dit que c'était dans votre ADN. Les quelques fois où j'ai pu discuter avec des comédiens ou autres artistes, il y a toujours un petit obstacle à surmonter, une petite fêlure, un petit truc à surpasser. Vous, ça n'a pas été le cas ? Ah si, moi j'étais un enfant perturbé, j'étais un peu dyslexique et aussi un petit peu bègue, donc ça fait beaucoup. Ouais. J'ai vu une logopédiste, et à l'époque c'était orthophoniste, logopédiste elle-même, pendant des années. Donc non, ça n'a pas été... C'était handicapant. Oui, imaginez. Bon, après on m'a dit que, tu sais, Molière aussi était bègue et jouait. Bon, ça vous rassure, mais non, il y a une chose qui est assez amusante, c'est qu'il y a une sensibilité, il y a une fêlure, il y a quelque chose qui nous lie. Et chez souvent les comédiens, quand tu parles avec, ils ont souvent un défaut de prononciation ou une difficulté, un handicap qui a fait de cet handicap leur force. Mais ils ont dû lutter là. Surpasser. Beaucoup de gens qui ont fait de leur handicap leur instrument principal. Voilà. Donc ça leur donne ce singularisme, cette particularité quand ils parlent. Parce que quelqu'un qui s'écoute parler et qui aime parler, c'est très ennuyeux. Il ronronne. Alors peut-être, je sais pas, je m'explique ça comme ça. Voilà. Mais bon, voilà. Donc pour répondre à votre question, c'est la chance. Et voilà. Et puis la certitude d'être à sa place. La certitude d'être à sa place, ça aide aussi à argumenter vis-à-vis de l'entourage en disant, voilà, dès 18 ans, j'ai trouvé ma voie, je sais ce que je veux faire.
Oui, sauf que me suis jamais posé la question comme ça. C'était un tourbillon à 18 ans. On se dit pas, j'ai trouvé ma voie. C'est quelque chose qui fait que c'est en me retournant beaucoup plus tard. Je me suis dit, ah ouais, tiens, le chemin est bien, Désus, bien, continue comme ça. Mais ce que je voulais absolument, c'était continuer à faire ça. Ouais, c'est sûr. Je me suis dit, ah non, mais c'est ça. C'est là que je suis vraiment heureux. Où j'ai l'impression d'être reconnu et à ma place. Ouais. Et au moins, il a fallu convaincre l'entourage? Non, pas du tout. Ah non, l'entourage était totalement désespéré. Je vous montre pas mon carnet de notes, mais à partir du moment où le gamin est un peu plus heureux, non, les parents étaient contents. Enfin, je crois. Même ma mère, mon père s'en foutait, mais ma mère, oui, était contente. Bon appétit. Et bon appétit. Alors, ça doit être passionnant pour les auditeurs d'entendre deux personnes qui mangent. Alors là, on est en train de manger un petit foie gras poêlé, chers auditeurs, avec une petite galette. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Là, vous entendez juste le bout de la fourchette, mais c'est pas mal. Ah, vous mangez vite, hein? Ouais, je mange très vite, moi. Ouais. C'est un réveil de pauvre. On sait jamais si quelqu'un débarque. Tac, j'ai bouffé, ça. La période des succès conséquents, entre autres de l'Ours Maturin, Coucou c'est nous, Les Gros Cons nulle part ailleurs, vous avez eu ce côté showbiz avec tout ce que ça veut dire ou le fait de faire des allers-retours Genève-Paris fait que vous n'êtes pas passé par cette période-là ou cette case-là? Non, j'avais 30 ans, puis il y a une forme de... Oui, on se la racontait un petit peu, mais en même temps on en jouait aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'on était un petit peu arrogant, mais je pense que je le suis parfois encore. Mais c'est une forme de je dirais pas de timidité, mais oui, de provocation ou de défense en fait. Donc je pense parfois ça peut être mal interprété. Oui, effectivement, il y a eu des portes qui se sont ouvertes assez incroyablement. Surtout avec le recul maintenant quand j'y repense, c'est que c'était sans piston. C'est-à-dire que ce qui est fort, c'est qu'on a quand même enfoncé 2 portes énormes en amenant la cassette au portier. Vous laissez imaginer le parcours. On a juste montré les produits. Merci beaucoup. Merci. Paradoxalement, en même temps, à l'époque, des Mathurins, c'est de Coucou c'est nous, je bossais avec De Chavannes. Je travaillais au théâtre Kléber-Mello. Et je jouais à Max Frisch avec Philippe Manta, alors qui était un immense comédien suisse, mais directeur de théâtre, très... Alors lui, c'était... Bon, il m'avait engagé, j'avais un rôle énorme dans cette pièce qui était très belle. Et je bossais pour De Chavannes et je devais écrire 105 épisodes de Maturin. Et j'appelle De Chavannes, je lui dis non, je peux pas, j'y arrive pas, je joue le soir, je suis épuisé, on doit tourner en plus. Et là, il me dit, je rachète ton contrat, je m'en fous, j'appelle. C'est qui le type? Je dis, il s'appelle Philippe Manta. J'appelle. Puis je me suis dit, non, s'il appelle, je vais créer en physique quantique un schisme. C'est-à-dire qu'il va y avoir un trou noir. C'est deux personnages qui ne peuvent pas se rencontrer. Je me sentais coupable. Je bosse sur TF1 à 8h moins quart, on est en prime time. Puis là, je bosse avec Max Frisch, à Kléber-Mello, à Ronan, avec un théâtreux, un vrai. Pour venir, donc j'ai continué cette pièce avec Manta, ce que j'ai regretté parce que j'étais malheureux comme une pierre. Enfin, c'était une période difficile et je devais en plus tourner l'après-midi. Mais voilà, c'est une période assez dingue, assez... Ouais, c'était un peu ce qu'on appelle la Coupe Danemark, quoi. Froid, chaud, c'était impressionnant. De passer de ces mondes-là comme ça, c'était superbe. Mais avec l'inconscience aussi d'une jeunesse, on se dit, c'est normal. Mm-hmm. Ça nous est dû. C'est que le temps après qui fait que tu te rends compte que les portes se sont ouvertes et que énorme. Après, tu sais pas ce qui serait advenu. J'en sais rien. Mais ce que je sais par contre, c'est que dans une ville, il faut y rester. Si tu veux vraiment faire carrière, il faut avoir l'ambition, l'envie. Et tu peux pas faire des allers-retours. Alors je le dis aux jeunes comédiens. Maintenant, c'est plus le cas parce qu'ils peuvent envoyer par le net. À l'époque, il fallait envoyer une photo, faire le casting, se prendre un râteau à Marne-la-Vallée ou bien à Boulogne-Billancourt, se retrouver avec 30 types, puis tu reprenais ton TGV le soir. Et ça me faisait, moi, 8 heures de TGV, j'avais dépensé 400 balles pour rien, donc c'est intenable. Vous direz que la vie d'artiste est compatible avec la vie de famille? Alors, c'est pas la roulotte et compagnie, bien sûr. Oui, mais... c'est compatible, même s'il y a une forme d'égoïsme latent chez l'artiste, enfin voilà, de survie presque, il faut exister. Je pense qu'entre 20 et 30 ans, quand tu commences ta carrière, c'est dur de dire non à un projet pour tes enfants, en tout cas en tant qu'homme. Je dis ça parce qu'on ne les porte pas. Avec DC, j'en sais rien. J'avais une fois réussi un casting, le seul que j'ai vraiment réussi, c'était assez drôle. C'était pour remplacer Caméra Café. Ça s'appelait Claude et les célibatants. C'est mon agent qui m'avait trouvé ça, et puis j'avais réussi tous les castings, et j'étais pris. L'assistante me dit, c'est bon Laurent, t'es pris, donc ça, le tournage ça sera d'avril, en décembre, l'an prochain, etc. Puis je dis, je fais quoi? Moi excuse-moi, mais moi j'ai une femme et des enfants,
Elle me regarde, me dit, mais tu fais comme tout le monde, mon grand. Tu prends un appartement, une maîtresse, et tu fermes ta gueule. Et ouais, c'est ce qui m'a été dit, donc voilà. Alors ensuite, l'histoire, c'est qu'il y a Will Smith qui a fait un film où il joue un type qui fait une école pour séducteur. Et que la production s'est arrêtée du jour au lendemain, dès qu'M6 a appris ça. Et puis grand bien face, parce que après c'est Astier qui est arrivé avec Kaamelott. Puis bon, là, il n'y a pas de discussion possible. Il y a qu'un mec comme lui. Donc tant mieux, c'est très bien. Il n'y a pas eu besoin de l'appartement ni de la maîtresse. J'ai pas eu besoin de ça, non. Mais bon, je vous le dis de but en blanc, mais c'est vrai, hein, c'est passé comme ça, c'est drôle, quoi. Ouais. Alors, c'est pas tendre du tout. En tout cas, pour un petit Suisse qui débarque, quoi, tu te prends des jets. Voilà, donc c'est les aventures de Laurent à Paris, à cette grande époque. Vous touchez à tout, hein. Musique, danse, chant, vous pouvez... Non, musique, j'ai pas fait de musique. Je fais pas un peu? Oui, je fais 3 notes de guitare. Pour mon spectacle, oui, je chantais 2 chansons. Non, je joue pas d'instrument. J'aurais adoré, parce que je considère que c'est l'art ultime pour moi sur scène, c'est la chanson. Ça, j'aurais adoré, ouais. Ah ouais. Ouais. Du reste, si j'avais les moyens ou si j'étais inspiré, j'aimerais l'être. J'aimerais faire un spectacle avec un orchestre. Donc un spectacle, il faut l'écrire. Hein. Le spectacle que tu écris, tu prends le même temps que les Français. Sauf qu'un Français, pendant 3 ans, il l'exploite. Nous, on fait 8 salles, puis après on dit, tu fais quand ton second spectacle? C'est le problème aussi en Suisse romande. Donc il y a, voilà. Et aussi, encore, quand je dis qu'on a 8 salles, si on a de la chance d'être acheté par les 8 salles, ce qui n'est pas toujours le cas. Mon idée qui coûte cher d'avoir un orchestre, je le ferai peut-être un jour, mais ça sera pour un one-shot, quoi. Ça me plairait beaucoup, ça. De chanter faux sur scène avec un groupe. Et puis aussi de raconter une histoire, parce qu'il faut qu'il y ait toujours une histoire, quelque chose qui se passe, quoi. Ça me plairait beaucoup. Vous diriez que, pour prendre une image liée à la table, le métier que vous exercez aujourd'hui vous nourrit bien, dans tous les sens du terme? Oui, il me nourrit. Il pourrait me nourrir plus spirituellement, je trouve encore. J'aimerais... Ce qui est marrant, c'est que on parle de l'esprit de troupe, l'esprit de création. Je l'ai eu à l'époque jeune avec l'équipe des gros cons. Bon, ça se fait jeune, mais ensuite les gens se séparent. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne recrée pas un groupe, une troupe, avec justement toute l'expérience qu'on a eue, que c'est que quand on est gamin qu'on a une équipe, qu'ensuite les gens se séparent parce que chacun a des ambitions personnelles et que voilà, moi ça m'aurait bien plu de retrouver une équipe et de recommencer avec cette même énergie, parce que je suis sûr qu'on la perd pas, ça. Il y a une chose qui vieillit pas chez un être humain, c'est l'expérience. Le corps vieillit, mais pas les souvenirs ni l'expérience. Ça vieillit pas, ça on le garde, et c'est quand même très précieux. Vous, si vous aviez carte blanche de faire toute autre chose, vous feriez quoi? Peut-être mais juste parce que je suis un peu parfois violent par rapport à la maltraitance animale, peut-être ranger en Ouganda. Ah ouais, avec des shorts coloniaux, un casque et un flingue. Et alors je bute tout ce qui approche à moins de 100 mètres un éléphant. Ça m'aurait beaucoup plu, ça. La maltraitance animale, c'est quelque chose qui me... ouais, parce que l'animal est innocent. Dans sa fonction, l'animal est innocent par sa nature. Les animaux sont innocents. Alors on va dire, oui, mais les êtres humains... Non, les hommes ne sont pas innocents. Ils ont une conscience, ils peuvent changer leur destin, même s'il est terrible, il est malheureux, mais pas un animal. Et ça me rend foudrage, quoi. Ça nous touche d'autant plus que maintenant et c'est tant mieux, puis en même temps j'arrive pas à les regarder, et tant mieux ça, hein. C'est de voir les réseaux sociaux, tout ce qu'on nous diffuse sur les abattoirs, les maltraitances. Ça me rend haineux, ouais, méchant et haineux, ouais, je dois reconnaître. Ouais. Est-ce que la conscience joue jusque dans l'assiette de la souffrance animale? On vient de manger un foie gras, la preuve que non. Je mets de côté ça, c'est vrai. Mais je fais des efforts, hein. Parce que quand j'étais gamin, j'étais un fan, comme beaucoup de comédiens, de corrida. Je n'ai pas d'explication, je ne justifie pas la corrida, je trouve que c'est lamentable. Mais j'avais une connaissance du taureau, de ce que c'était qu'être aficionado, de ce monde, du mondio, des taureaux, des toreros.
J'ai en plus connu des toreros qui aimaient les taureaux, c'est le paradoxe. Les mecs, ils allaient torer les taureaux dans la marisma au petit matin parce qu'ils avaient besoin de la bête, ils avaient besoin de sentir, de s'affronter avec elle, de torer, et pas de les tuer en fait, parce que c'est pas la finalité de la corrida. Bref, tout ça pour dire que ce que je justifiais à l'époque, maintenant je le justifie plus du tout. Est-ce que ça fait partie aussi de la jeunesse ? On peut être cruel, on peut être... voilà, maintenant ça me touche beaucoup plus. La corrida, qui c'est qui vous a initié ? J'ai lu El Cordobès qui s'appelait « Où tu porteras mon deuil » quand j'étais gamin. Et un jour j'étais en vacances à Béziers et il y avait une corrida goyesque. C'est-à-dire en fait c'est une corrida dans les habits de l'époque et les toreros vont aux arènes en calèche comme à l'époque. Et je ne savais pas du tout ce que c'était. Et je vois ce type qui passe en calèche avec sa quadrilla, c'est-à-dire ses hommes, un torero dans son habit de lumière, avec les gens qui crient « Torero ». Et ça m'a, moi, comme petit comédien, ça m'a totalement fasciné. C'était un comédien, un torero, à qui il arrive des choses réelles. Parce que le taureau, il n'est pas au théâtre, il n'est pas en train de jouer une partition, genre non, le taureau, il joue sa vie. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant. Je connais les tenants et les aboutissants de la corrida et je ne peux plus tolérer ça non plus. Votre dernier spectacle, Ma vie de Courbette, avec cette particularité d'une discussion avec la mort qui vient vous chercher mais vous n'êtes pas prêt. Ouais, c'est bien parce que c'est un des rares qui... Alors je pense que vous l'avez lu, vous l'avez pas vu le spectacle, mais... Exactement, je l'ai pas vu. Mais vous êtes bien renseigné, c'est bien, bravo. C'est votre côté hyperchondriaque qui a écrit le spectacle ? Non, c'est plutôt mon côté joindre une histoire avec la scène et qu'il s'y passe des choses. J'aurais pu, et les gens adorent qu'on déblatte sur scène pendant 1h30. Il y a des gens qui ont beaucoup de talent pour parler d'eux pendant 1 heure. Et moi, j'avais envie que ce spectacle-là soit interrompu. Alors au début, je ne savais pas par quoi ni par qui. Voilà, j'avais besoin de... Je dirais pas d'un partenaire, parce que c'est une partenaire un peu spéciale, mais j'avais besoin de me poser des questions à travers une entité ou quelque chose qui m'en pose. Et quoi de plus fort que la mort, voilà, qui vient interrompre ce spectacle. Parce que ça me permet d'abord de négocier, et puis dans la négociation, il y a des choses drôles. Voilà, parce que le vrai sucre, il est là, en fait. Non, le vrai sucre, c'est que vous convoquez la mort et que c'est tout sauf anodin. Alors oui. C'est vrai, mais j'aime pas trop en parler parce que les gens ont peur en se disant c'est un truc triste et tout. Non, il y a un moment donné où effectivement c'est ma part de jeu aussi. Puis en même temps, je me trouve kéké parce que là, voilà, la mort c'est tout sauf un sujet léger et pourtant je le traite pas avec légèreté parce qu'elle est pas représentée de façon légère. Justement, je voulais pas ça, mais de façon spectaculaire. Ça vous arrive de regarder dans le rétroviseur de votre carrière et de vous dire, voilà, je suis satisfait ou on peut mieux faire. On peut toujours mieux faire, certes, mais si vous regardez un peu par-dessus l'épaule, vous dites quoi ? Je me dis qu'avec les outils que j'avais dans les mains et là d'où je viens, pas mal. Je pense qu'on peut vraiment mieux faire. Si je me retourne, je me dis que bon, très bien, avec l'individu que je suis. Le Laurent, il n'aurait pas fait autre chose parce qu'il n'était pas capable de faire autre chose. C'est-à-dire de quitter son giron, sa famille. J'étais quelqu'un qui a besoin, je l'ai dit au début, d'avoir une garde prétorienne autour de moi. Et c'est très compliqué pour moi de m'arracher à ça. Donc, avec DC, voilà. Ce que je regrette, c'est peut-être une carrière un peu de cinéma, c'est-à-dire un passage, une trace. Mais il n'y a pas de cinéma en Suisse romande, donc j'ai pas de regrets. Parce que si j'étais français, je me dirais, putain, je suis dans aucun film. Mais là, je suis en Suisse, donc ça va très bien. Je me dis, bon, il n'y a pas de cinoche, c'est un peu normal, donc tu vas pas... Je fais mes petits spectacles, je joue et... Voilà. Puis si un jour je dois faire un film, je le ferai moi, je crois. Je vais pas attendre qu'un corne-cul avec une petite barbe m'explique, tu vois, on va faire un film sur... je sais pas, c'est parce que on raconte toujours des histoires qui ne nous appartiennent pas. Un film, si on l'écrit, on le joue. Enfin, si on l'écrit, en tout cas, ça demande une telle énergie. C'est 5 ans de ta vie pour finir avec peut-être une petite verrée au Grutli. Puis on te fait, ouais, c'est pas mal. Et là, mais je veux dire, c'est ça finit comme ça en général. Donc c'est compliqué. Il faut vraiment être convaincu. Et puis aller convaincre ici des Suisses de faire une comédie, c'est pas du tout dans notre mentalité ici. On n'aura jamais l'argent pour ça. Jamais. Il faut qu'il y ait un sens, une raison sociale, ça raconte quelque chose. Il
n'y a souvent pas une once d'humour, pas une once, on n'a pas de recul sur nous-mêmes. Donc, qu'est-ce que j'essaie de compliqué. Moi, si je fais un film, franchement, je ne sais pas avec quel pognon je le ferai, mais ça faudra que je le fasse à l'arrache. Mais si j'ai encore l'énergie, j'aimerais bien, parce que je sais que personne ne le fera à ma place. Ça, c'est sûr et certain. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question qui était si tu te retournes. Bon, si, j'ai un peu répondu quand même. Si. Voilà, la seule chose, c'est peut-être qu'effectivement, le support cinématographique, il n'y a pas. Mais sinon, par rapport à mes moyens et d'où je viens, ouais. Alain Morisot me disait, si tu connais quelqu'un qui a un aussi petit talent que moi, qui l'a aussi bien exploité, présente-le-moi. Alors, je ne dirais pas l'inverse en ce qui me concerne, mais franchement, je suis un peu nul, moi, pour négocier mes contrats. Et je suis... Il y avait du potentiel et peut-être que socialement, j'aurais des efforts à faire. Voilà, oui. Dans le relationnel. Et là, j'étais pas le mec le plus doué. Mais ça sert aussi à ça, les interviews. C'est de l'introspection. En parlant, on découvre des choses sur soi. On se dit, tiens, effectivement, c'est une sorte de petite séance de psychothérapie avec où on mange. C'est formidable. Et c'est 150 balles, par contre.